Bon, donc c'est un cours TD, donc je vais continuer avec les exercices. Je ne sais pas les groupes, normalement c'est un chaque groupe. Les groupes qui sont avec Mademoiselle Bladi, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe avec Bladi? Où est-ce que Oui, tu es? monsieur, je fais partie du groupe de Madame Jahadi. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? On a entamé la série des piles et des fils. Elle a oublié de les piler les fils. Monsieur, on a fait des exercices des piles, un ou deux. D'accord. Et ceux qui sont avec Laichi? درنا des exos تاع récursivité. شحال درتو justement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous êtes arrivé à quel exercice de récursivité? Les groupes de Laichi, vous avez fait combien d'exercices en récursivité? Monsieur, exo 2, exo 3, 4 et 2, 3, 4, donc vous avez avancé facile. oui, monsieur. Bon, puisque les autres ne sont pas fait la série de la récursivité, donc je vais continuer avec la récursivité. Alors nous, ce qu'on a fait, donc je vais partager l'écran. Donc là, je pense qu'on a traité jusqu'à la 5e question, non? L'affichage des nombres pairs dans un entier, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on a fait cette question, l'affichage des nombres pairs? La dernière fois, on a entamé les exercices de la récursivité. Oui, درناه monsieur. Donc je continue avec le 4, c'était la puissance donc. Voilà, donc la puissance de A à la puissance, le calcul de A à la puissance B. Bon, les cas particuliers, A égale à 0, B égale à 0, bon, on peut les traiter, mais souvent, donc, ça se fait avant l'appel. Donc, je préfère le cas indéterminé à 0 à la puissance 0, je le laisse de côté. Donc, on veut calculer A à la puissance B. On a toujours pas de récursivité, il faut détecter le cas de base et la relation récursive. Alors, dans ce cas, le cas de base, il est obtenu avec B égale à 0. Bon, on suppose que A est différent de 0 pour ne pas avoir le problème à data. Donc, je suppose que A est différent de 0. C'est l'hypothèse. Mais sinon, c'est clair, sinon on va déclarer une procédure et on va tester tous les cas. Bon, c'est pas méchant. On va traiter le cas d'ailleurs A différent de 0. Alors, le cas de base A égale B égale à 0. Dans ce cas, A à la puissance 0, donc ça nous donne égale 1. Bien sûr, si A est différent de 0. Sinon, si on suppose que la fonction c'est f de n, alors dans ce cas, l'étape récursive ou bien la relation récursive, ça devient, bon, je vais dire a à la puissance n, f de a n est égal donc à a fois f de a n moins 1. Ça, c'est la relation récursive. Ça veut dire qu'elle est obtenue. Pourquoi? Parce que a à la puissance b, ou la puissance n en général, est égal à a fois a à la puissance n moins 1. Et là, donc la relation récursive de puissance, c'est ça. Donc a à la puissance n est égal à a fois a à la puissance n moins 1.
Et donc, si on arrive à déterminer le cas de base et la relation récursive, ça y est. Donc, la fonction qu'on a appelée, c'est juste une traduction de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, voilà la fonction puissance. Je lui donne A et B comme étant des paramètres. Si B égale A est nul, donc la puissance c'est 1, c'est le cas de base. Sinon, j'appelle la puissance A fois puissance A B moins 1. Donc, c'est A Fn moins 1. Si on veut traiter vraiment tous les cas particuliers, je vais déclarer une procédure que ce soit une fonction pour afficher les messages d'erreur et tout. Donc là, je vais dire si B est nul. Alors, si A est nul, je vais afficher qu'il y a une erreur. Sinon, c'est la puissance reçoit 1. Parce que si B est nul et A est différent de 0, n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. Par contre, si A égale à 0, donc 0 à la puissance 0, c'est une forme indéterminée, donc je vais écrire qu'il y a erreur. Sinon, c'est-à-dire si B est différent de 0, alors le cas spécial A égale à 0, dans ce cas, 0 à la puissance n'importe quoi, c'est 1. Donc je vais dire que puissance reçoit 1, sinon puissance reçoit la même formule, ainsi de suite. Donc, ce qui est en vert, c'est la gestion des cas d'erreur, bien des cas particuliers, si on enlève l'hypothèse. Maintenant, si on garde l'hypothèse, il suffit de garder ce qui est en noir. Donc, si B est nul, puissance reçoit 1, sinon puissance reçoit A fois puissance A, B moins 1. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon. La sixième question, c'était l'exercice 1 toujours. On demande, bon, quand vous donne un mot M donné, de longueur N, et on veut vérifier est-ce qu'il est palindrome ou pas. Bon, palindrome, vous l'avez vu déjà en première année. Palindrome, ça veut dire que l'élément se lit des deux côtés de la même manière. Ça veut dire que si je prends A, B, C, D, E, D, C, B, A, donc c'est un mot palindrome. Alors, dans ce cas, comment vérifier qu'un mot donné est un mot palindrome en utilisant la récursivité? La récursivité qu'on a d'abord, il faut déterminer le cas de base et ensuite réduire, c'est-à-dire écrire une formule récurrente de telle sorte qu'on va réduire le problème avec une taille plus petite, mais on garde la même nature. Alors, si je vois un tableau pareil, je vais me dire que si les extrémités sont égales, donc si j'ai les extrémités qui sont égales, A et A, je peux dire maintenant, si j'enlève les extrémités, elles sont égales, ça y est, donc je vais avoir le même problème, sauf que la taille du problème maintenant, elle est plus réduite. Ça veut dire que maintenant, je vais l'appliquer sur un mot qui est plus petit que ça. Maintenant, si les deux extrémités sont encore égales, ça veut dire que mon problème maintenant, il est de taille plus réduite. Donc, je vais réduire encore la taille et je vais donc appeler la même procédure, mais avec un tableau de n-2 en quelque sorte. Au début, quand la taille est n, donc de 1 à n, voilà. Donc, je vais accéder à la fonction récursive avec les limites à domaine 1 et n. Si c'est égal, donc je vais réduire. Je vais avoir un n-1 et un certain ici, donc bon, c'était 1. Bah, ça va être 1 plus 1 en quelque sorte. Donc, si je dis Bléada, c'est le début, D égale 1, ça va être D plus 1 et N moins 1. Maintenant, s'ils sont égaux, je vais passer au suivant. C'est égal, donc je fais encore N moins 1,
Ça va devenir n moins 2, en quelque sorte. On a, ça devient d plus 2. D plus 1 plus 1, donc c'est d plus 2. Je vais vérifier les extrémités toujours, donc elles sont égales. Je vais réduire encore. Maintenant, on arrive au milieu. Si le nombre d'éléments de la chaîne est pair ou bien impair, on va s'arrêter lorsque le début devient supérieur ou égal à la fin. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est en train de réduire la taille du problème. Et le problème, c'est la même chose, c'est de vérifier les extrémités. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour le palindrome? Est-ce que c'est OK? Le principe. Oui, monsieur. Bon. Alors, dans ce cas, l'écriture, donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner une chaîne, c'est un mot, donc c'est une chaîne à cette procédure, de cette fonction. Et je lui donne, on a dit que je lui donne le début, donc c'est 1, on commence toujours par 1. Et je lui donne la fin qui est la taille, en fait. Donc, Anaya, si on veut, donc le début c'est toujours 1. Et la fin c'est toujours la taille du mot. Ça, c'est les paramètres au début, c'est-à-dire c'est les paramètres d'appel initial. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la fonction palindrome a début et fin comme étant des paramètres, on a une chaîne. Elle est de type booléen. On a dit qu'on va s'arrêter lorsque D devient supérieur ou égal à F. S'il est égal, ça veut dire que la taille de la chaîne elle est impaire et donc les deux compteurs se retrouvent au milieu. C'est pas la peine de comparer le E parce qu'il est commun aux deux côtés en quelque sorte. Maintenant, si le nombre d'éléments est impair, plutôt est pair, dans ce cas, il y aura toujours un élément intermédiaire ici. Par exemple, je vais avoir EE. Et dans ce cas, je vais avoir un début sur le premier E ou la fin sur le deuxième E. Ce n'est pas encore le milieu, donc je vais incrémenter, le début devient D plus 1 et la fin devient F moins 1. Dans ce cas, le début devient supérieur strictement à la fin. Et je vais dire que ce n'est plus la peine de vérifier parce qu'on a atteint, on a dépassé le milieu en quelque sorte. Donc, ADS, pourquoi égal? Donc, si le nombre d'éléments ou bien la taille de la chaîne est impair, même si c'est égal, c'est pas la peine de faire l'appel suivant. Donc, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le nombre d'éléments est impair et donc les deux compteurs début et fin se retrouvent au milieu. Maintenant, s'ils ne sont pas, si la taille n'est pas impaire, donc elle est paire, on est obligé d'aller jusqu'à supérieur. Donc voilà, ça c'est la condition de base. Si D est supérieur ou égal à F, palindrome soit vrai. Sinon, j'appelle palindrome avec D plus 1 toujours et F moins 1 toujours. C'est bon. Monsieur, mais le mot إذا ما كانش palindrome كيفاش يافيشي لي فو؟ كيفاش تكون فو؟ C'est vrai que je n'ai pas pris en compte le cas. Si D est supérieur à F, alors, eh oui, genre, il fallait qu'on. Monsieur, on fait la comparaison. Oui, j'ai oublié la comparaison ici. Donc, encore si c'est supérieur, là, c'est palindrome égal à vrai. Sinon, je dois comparer, bien sûr. Si c'est H, bon, M de début est égal à M de la fin, alors là, je passe. C'est pas la peine de continuer. Palindrome soit faux.
Bien, je l'ai fait alors. Ok, donc fin de ci. Voilà. C'est bon? Donc il faut faire la comparaison avant l'appel, parce que si c'est égal, donc je passe au suivant. Si c'est différent, je m'arrête. C'est pas la peine d'aller plus loin. On va dire par exemple si c'est un, je sais pas, un G par exemple, donc je vais trouver que G est différent de B. Alors palindrome soit faux et je vais arrêter la fonction. Ok? C'est bon? Alors, est-ce qu'on peut faire un déroulement? Oui, je vais faire un déroulement. Si je prends la chaîne à dire, on va prendre cette chaîne. Donc, je vais accéder avec d égale à 1 et f égale taille de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, 1 c'est égal à 10 le 4 à l'exemple 1. Alors, je viens. Est-ce que 1 est supérieur à 10? Supérieur ou égal à 10? Non. Non, donc j'accède là, non. Est-ce que m de 1 est-ce que m de 1 est égal à m de 10? m de 1, m de 10, oui, c'est OK. Si c'est oui, alors j'appelle palindrome avec la même chaîne m, mais avec d plus 1, donc 2, et f moins 1, donc 9. On remonte. Donc, la prochaine étape, on dit dt c'est 2, et mon f c'est 9. Donc, je vais vous poser la question, est-ce que 2 est supérieur ou égal à 9? Oui. C'est vrai, non, je continue. Là, 2 n'est pas supérieur, donc je continue. Je compare toujours donc f de 2 avec f de n moins. Donc, m de 2 et f de 9. Est-ce que m de 2 est égal à f de 9? Par exemple, le cas là, G est différent de B. Donc, sinon, donc, palindrome ne soit faux et je sors. Maintenant, c'est clair ici. Mais c'est faux. Donc, je m'arrête. Maintenant, si le A de G c'est un A, donc là c'est vrai, et je continue, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive au milieu. OK? Je passe, ça y est. Alors, la septième, c'était la conversion en binaire d'un nombre entier exprimé en base 10. Alors, on a deux méthodes, vous les avez vues en première année. Donc, pour convertir un entier quelconque s'il vous plaît, vous éteignez les mics. Si vous n'avez pas besoin de microphone, vous l'éteignez. En cas d'intervention, vous l'allumez. Bien. Donc, on a là, c'est la division successive par 2. On l'a vu dans la première année de la structure machine. Donc, si je veux convertir, par exemple, de 14, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, 14 divisé par 2, c'est 7, reste, c'est nul. 7 divisé par 2, c'est 3, le reste c'est nul. 3 divisé par 2, c'est 1, le reste est nul. 1 divisé par 2, 0, le reste est nul. Le reste est 1. On arrive à un point nul, donc j'arrête. Ensuite, on va prendre les restes dans le sens inverse, c'est-à-dire 1, 1, 1 et 0. Alors, pour l'évaluation, si on veut convertir la chaîne binaire en décimale, en quelque sorte, vous avez vu qu'il y a deux méthodes. Donc, ou bien que je commence par la puissance la plus basse, de la puissance 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2 et 10 à la puissance 3. Ou là, une méthode algorithmique, c'est que je commence à partir de la fin et à chaque fois, je multiplie par 10. Donc, si je prends la deuxième méthode, la relation, c'est ça. Je vais toujours prendre le reste
à partir du dernier, plutôt du début, je vais le rajouter à 10 fois la conversion le résultat de la division. Donc, je peux appliquer cette formule-là. On peut appeler, c'est quoi? La conversion, c'est-à-dire comment obtenir le 1110 en binaire. Donc, si je convertis en décimal, ça me donne 1110. Comment je vais obtenir le 1110? Donc, la première méthode, c'est de prendre le reste, qui est le 0, le dernier 0, le dernier coefficient. Il est obtenu avec un 1 mode 2. Le 1 mode 2, division par 2. Donc, le mode, c'est le reste. Et le 7, c'est le résultat de la division. Donc, on peut laisser ce reste-là. Je lui rajoute 10 fois le résultat du prochain, qui est le 7. Donc, si je prends 1 égale à 14, ça va me donner le reste, c'est 0, plus 10 fois f de 7, qui est le résultat de la division. Maintenant, j'appelle f de 7. F de 7, c'est quoi? C'est toujours la même chose. Donc, c'est n mode 2. Donc, c'est 7 mode 2, c'est 1. Plus 10 fois f de la division. 7 divisé par 2, c'est 3. Maintenant, f de 3, j'applique toujours la même formule. Donc, c'est 1 plus 10 fois f de 1. Parce que la division, 3 divisé par 2 me donne 1. Et le reste c'est 1. F de 1, c'est 1 plus f de 0. F de 0, il est défini par hypothèse. Donc, f de 0, c'est 0. J'arrête la division. Maintenant, je fais la remontée. La remontée, donc, f de 0 va renvoyer 0. 0 fois 10, c'est 0, plus 1, c'est 1. Donc, f de 1, c'est 1. Maintenant, Hada, il va renvoyer 1 fois 10, c'est 10, plus 1, il va me donner 11. Donc, f de 3 va trouver la valeur 11. Maintenant, f de, et donc f de 7 va envoyer 111. Le 111 fois 10, donc c'est 1110, plus le 0, ça va donner 1110, et j'arrête. Et dans ce cas, la conversion binaire de 14 est 1110 décimale. Ou là, 1, 1, 1, 0 en binaire. La deuxième méthode, si je vais exploiter les puissances de 10, et dans ce cas, je vais dire que f de n est égal à p fois n mode 2 plus f de n div 2, et la puissance à 10 comme paramètre, sachant que la première puissance 10 à la puissance 0, c'est 1. Donc, si je fais un déroulement avec n égale à 14, au départ, p égale à 1, donc c'est 1 fois n mode 2, qui me donne 1 fois 0, parce que le n mode 2 est nul, plus f de 7,10. P fois 10, donc 1 fois 10, c'est 10. Maintenant, P de f de 7,10, ça me donne quoi? Ça me donne toujours le P, qui est le 10, multiplié par le n mode 2, 7 mode 2, c'est 1. Donc, c'est 1 fois 10 plus f de, le div me donne 3, et le P fois 10 me donne 100. Maintenant, je calcule encore le f de 3, 100. F de 300, c'est quoi? Donc, c'est 1 fois 100, parce que le 1, c'est le résultat de la division, plus f de, le quotient, 1, p fois 10, c'est 1000. Maintenant, je calcule f de 1, 1000. F de 1, 1000, c'est quoi? Donc, c'est le reste de la division de 1 par 2, c'est 1, fois p, qui est le 1000, plus f de 0, 10 000. F de 0, 10 000, classe qu'on a qui compte 0, on arrête, c'est le cas de base, et donc c'est 0. Je remonte, donc, Hada, il va donner 0, donc ça va me donner 1 fois 1000 plus 0, c'est 1000. Donc, Hada, il va 1000, et donc ça devient 1000 plus 1 fois 100, donc c'est 1100. Hada, il va 1100, donc 1100 plus 1 fois 10, c'est 1110. Donc, هذا يبعث 1110.
et ça devient 1110 plus 1 fois 0. Donc 0, ça me donne 1110. Donc c'est exactement le même résultat. Bon, on a le choix maintenant de programmer ou bien la première ADIA ou la deuxième. Une fois qu'on a la formule récurrente, ça y est. Donc c'est plus simple parce qu'on ne fait aucune contrainte. Par contre, j'ai le P de la puissance. Alors si j'utilise la première, voilà, donc si n égale à 0, la conversion me donne 0. Sinon, la conversion me donne donc n mod 2 plus 10 fois f de 1 div 2. Donc plus 10 fois f, qui est le décimal tout binaire, 1 div 2. Fin de ci. Ça, en appliquant la première méthode. Si j'applique la deuxième méthode, donc j'ai besoin d'une puissance 7, une puissance de 10. J'ai appelé P10 ici. Au premier appel, elle vaut 1. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Si n égale à 0, toujours la conversion me donne 0. Sinon, la conversion me donne donc la formule qu'on a P fois le reste, plus la fonction avec les paramètres 1 div 2 et 10 fois P10. Puissance de 10. Ce qu'on a appelé là, P fois 10. C'est bon? Donc, c'est la solution. OK? Voilà, donc on a le premier appel. La deuxième solution, il va se faire avec N1. Attention, lorsque vous répondez aux exercices, si vous avez les cas particuliers où l'appel doit se faire avec une valeur particulière, il faut le préciser, l'exercice. Ça veut dire que si vous donnez la solution sans précision, sans préciser que le premier appel est égal à 1, on va dire que la solution n'est pas complète. Et donc, même pour la correction, vous aurez des points en moins. C'est clair? Donc, lorsqu'on a une précision sur le premier appel, il faut toujours le rajouter à la fin de votre solution. Et dire que le premier appel se fait avec telle valeur de paramètre. Ça y est, je passe. Le 8, c'est le calcul du PGCD de deux entiers positifs. Alors là aussi, on a deux méthodes de calcul du PGCD. Donc on a un calcul qui se base sur la soustraction. Et on va dire que la première méthode, c'est quoi? Si A est égal à B, le PGCD, c'est A ou bien B, l'un des deux, parce qu'ils sont égaux. Sinon, si A n'est pas égal à B, donc ça, c'est le cas de base. Ça, c'est le cas de base. La relation récurrente maintenant, c'est que le PGCD de A et B, en se basant sur les soustractions, est égal à PGCD de A moins B si A est positif. Il est égal au PGCD de A, B moins A sinon, si A est inférieur. Si A est supérieur à B, donc c'est ça. Si A est inférieur à B, c'est ça. S'ils sont égaux, ça y est, j'arrête. Et j'ai le PGCD qui est égal à l'un des deux. Donc c'est très simple. Il suffit de programmer ça. Donc si A est égal à B, donc PGCD reçoit A, ou bien B. Là, je peux dire que PGCD égale à B, la même chose. Donc ça ou ça. Maintenant, sinon, je vais dire si A est supérieur à B, PGCD c'est PGCD de A moins BB. Sinon, le PGCD c'est PGCD de AB moins A. Bon, elle est très complexe. Bon, la complexité, en fait, c'est le max, au pire des cas, c'est le max entre A et B. Sa complexité, elle est égale au maximum de A et B. Là, dans le cas, oui, donc le pire des cas,
Le pire des cas, c'est que A et B sont premiers. Et consécutifs, je dirais. OK. Exemple. Si je prends A égale n'importe quel chiffre, on a B égale 2, 5, 3, 6, 5, 8. Là, je prends 7 consécutifs. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc, on va accéder à ce que A est égal à B. Non. Est-ce que A est supérieur à B? Oui. Donc, je vais calculer le PGCD de quoi? De A moins B. Donc, c'est de 1, virgule le B. Là, c'est 25 365. C'est ça. La prochaine fois, il est inférieur, donc il va passer à ça moins 1. Et vous allez voir que je vais faire des soustractions de 1 à chaque fois. Le pire des cas, je vais faire des soustractions de 1. Et donc, je vais avoir la complexité qui est égale au maximum entre A et B. C'est clair? Parce que la prochaine fois, le câble 1 est inférieur. Donc, PGCD, le suivant, ça va être PGCD entre 1 et B moins A. Donc, c'est entre 25, 3, 6, 5, 6. On va dire حتى يلحق وين PGCD. C'est le pire des cas. Entre 1 et 1. Donc, si les deux nombres sont premiers entre eux, et en plus ils sont consécutifs, ça veut dire que l'un est égal à 1 plus l'autre, que ce soit A ou la B. Dans ce cas, à la première itération, au premier appel, ça devient 1 et quelque chose. Une fois que ça devient 1 et quelque chose, donc ça va se répéter autant de fois. Donc, c'est une, je dirais, mauvaise méthode, c'est un mauvais algorithme parce que la complexité, c'est quand même très important, surtout le cas qui m'a. Donc, si on applique la deuxième, vous allez voir que je peux aboutir au résultat en maximum 2 appels. Au lieu de faire 2500, qu'est-ce que j'ai fait là, 253 657 appels, c'est trop. C'est bon. Donc, la méthode HDIA, voilà l'algorithme. Bon, allez, c'est la deuxième méthode. Allez, c'est la première méthode. On va voir son algorithme. La deuxième méthode, on a l'utilisation des divisions euclidiennes. Vous l'avez vu aussi en première année. La division euclidienne, si A mod B est nul, PGCD c'est B. Vous l'avez vu en terminale aussi, lorsque vous tracez des tableaux. Calculer le PGCD. Donc, vous posez toujours A, B et vous calculez le reste de la division. À chaque fois, on remonte le reste. À chaque fois, je fais remonter le reste à la place de B. Et B prend la place de A. Donc, si A mod B est nul, PGCD c'est B. Sinon, le PGCD de AB, c'est le PGCD de B et le reste de la division entre A et B. Et à chaque fois, je fais cette récursion. Donc, l'algorithme devient, je remonte ici. Donc, l'algorithme, le voilà. Si A mod B nul est égal à 0, alors PGCD reçoit B. Sinon, le PGCD reçoit PGCD de B A mod B. Sa complexité, là, elle est égale à O de log de A, log de B. Le maximum entre log de A et log de B. Pourquoi? Parce que si on veut simplifier juste les calculs, on peut le démontrer si on veut juste simplifier les calculs, où A s'écrit sous la forme si on pose A égale 2 à la puissance K, ou là B égale 2 à la puissance K,
Qu'est-ce qui va se passer au pire des cas? Je vais à chaque fois faire en quelque sorte une certaine division par deux. Je vais faire des divisions par deux. Et donc, le maximum de division pour atteindre le reste 1, dans le cas où l'icône A et B premier entre, bien sûr, là, c'est le pire des cas. Donc, je vais aboutir à K appel. Alors, si je pose K appel, donc dans ce cas, K est égal à log de A. Et donc, la complexité serait O de log de A. Maintenant, si je pose que les A est inférieur à B, donc c'est le B qui est égal à de la puissance K, et j'aurai donc toujours log de B, et donc la complexité serait en O log maximum entre log de A et log de B. Alors vous pouvez le voir, j'ai inséré là GCD, le voilà. Donc on a les deux méthodes, GCD1, vous voyez l'éditeur dans le C. Est-ce que vous avez l'idée du C? Oui, madame. Oui, monsieur. Donc la première méthode, la voilà. Si A est égal à B, je vais retourner B, sinon je retourne A moins B ou la B moins A. La deuxième méthode, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour calculer la complexité? On va rajouter une variable globale, I, que j'initialise à 0 avant chaque appel et que j'incrémente à l'intérieur des appels. On a pour voir à peu près le nombre d'appels dans chaque méthode. Bien sûr, dans chaque méthode, chaque appel, il est en O de 1. Parce que chaque appel, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que calculer, par exemple, A moins B, B moins A, où là, c'est le reste de la division. Donc, à l'intérieur de la fonction elle-même, c'est O de 1. Il n'y a pas de boucle, il n'y a rien. Donc, la complexité de la fonction récursive, elle est égale à la complexité du nombre d'appels. Ça veut dire qu'elle est de l'ordre du nombre d'appels. Alors, si on évalue le nombre d'appels, voilà ce que ça donne. Donc, si je donne, par exemple, le cas qu'on avait pris, par exemple, le test là, qu'est-ce que j'ai donné? Voilà. Par exemple, à 253 657. 253 657 et 253 658, c'est ça qu'on a pris. 57 et 56. Exactement, 57 et 56. Ça, c'est le A et le B. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir ici. Bon, je vais tester avec des valeurs petites. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme erreur. Si je prends A et B, ça. Donc, vous voyez que le PGCD1, entre 253 et 23, le nombre d'appels, c'est 11. Deuxième, le nombre d'appels, c'est 1. 1, pourquoi? Parce que dès le départ, j'ai trouvé que le reste est nul. Donc c'est le B. 253 est divisé par 23. Et donc, automatiquement, au premier appel, j'ai le résultat. Maintenant, si je donne des valeurs assez importantes, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, si je donne par exemple 25 8 96 et 25 8 95, donc vous voyez que le nombre d'appels du début, c'est le maximum entre A et B. Il est égal à 25 8 96. Or, le deuxième, c'est 2 appels. C'est clair? Donc, bien sûr, le pire des cas, c'est log, mais ça peut être moins. C'est clair? Donc, si je donne le pire des cas 2 valeurs consécutives, vous voyez que la première méthode me donne le maximum entre les deux. Dans ce cas, c'est le 25 8 96. La deuxième, 2 appels. Donc, il est loin, c'est-à-dire de prendre comme solution la première. OK? Ceci termine l'exercice 1. Bon, l'exo 2, c'est simple. L'exo 2, voilà, c'est juste... l'exo 2, ça veut dire là, on vous donne l'exemple où la récursivité converge ou là ne converge pas.
Donc, vous voyez que si j'appelle avec n-2, le test c'est 1 égale à 0. Si j'appelle avec un nombre impair, donc je ne vais jamais atteindre le cas de base. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire attention. Il faut que les appels récursifs, c'est-à-dire la fonction récursive, elle doit converger vers le cas de base. Donc, si vous faites les appels avec n-2, vous n'atteignez jamais le cas de base. Et donc, le cas de base, c'est une récursivité infinie. Par contre, deuxième, si, puisqu'on met n-1, donc, quelle que soit la situation, je vais atteindre le cas de base qui est nul. Et donc, ça va vous donner le résultat. Par contre, la première, si vous appelez mystère de 9, vous n'aurez jamais le résultat. Ça va être une boucle infinie. Et on ne va pas atteindre le résultat. Voilà. Je passe donc à l'exercice 3. L'exercice 3, donc, on vous donne un tableau T de taille n quelconque, trié par ordre croissant, et on vous demande d'écrire une fonction récursive qui permet de vérifier l'existence d'une valeur val, le x, dans le tableau T. En utilisant les deux méthodes, la recherche séquentielle et la recherche dichotomique. Bon, la recherche séquentielle, on va ignorer le tri, pour le moment. Donc, quelle que soit la situation, qu'est-ce que je fais la solution triée, donc plutôt la recherche séquentielle. Donc, je me donne des valeurs quelconques. Voilà, je vais donner quand même trier, donc 1, 3, 5, 1. Monsieur, décroissant, قالوا Ok, décroissant, معليش. Bon, le cas séquentiel, mais de toute façon, je vais prendre le cas, bon, je vais prendre 20 par exemple, 18, 16, encore 14, 12, 10, 6, 4 et 1, par exemple, voilà. Je cherche une valeur V, val. La recherche séquentielle, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ignore le cas, le fait qu'il est trié, donc je vais faire la recherche du début à la fin, en cherchant la valeur val. Si je pose par exemple V égale, je sais pas, 9 par exemple, alors qu'est-ce qu'on va faire pour le séquentiel? Bon, n'importe, on suppose que T n'est pas trié. Bon, on peut le faire pour le cas trié. Le cas trié, il faut juste ajouter une condition. Le cas de base trié, je vais m'arrêter lorsque la valeur devient inférieure ou bien supérieure, suivant le cas, est-ce qu'il est par croissant ou la décroissance. Si par exemple, je cherche V égale à 9, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, l'itérative, qu'est-ce qu'on faisait? Tant que j'ai pas atteint la fin du tableau, et tant que T de I est différent de V, j'avance. Maintenant, si je trouve la valeur, ou là j'atteins la fin, je m'arrête. À la sortie, donc si la valeur est égale, ça veut dire que la valeur existe. Sinon, si j'atteins la fin, la valeur n'existe pas. Donc je peux dire que la recherche séquentielle, si n égale à 0, en commençant avec une taille maximale n, si j'atteins la fin, ça veut dire que la recherche séquentielle récursive, je vais commencer en quelque sorte à partir de la fin. Si je veux commencer à partir du début, je dois rajouter un autre paramètre. Vous comprenez le principe de la récursivité. Si je commence la recherche de la fin jusqu'au début, dans ce cas, je vais utiliser juste la taille du tableau avec la valeur que je cherche, le V ou le X. Maintenant, si je veux commencer la recherche du début jusqu'à la fin, je dois rajouter un compteur I et je vais tester le cas de base terre, c'est-à-dire est-ce que j'ai atteint la fin, est-ce que I est égal à n, le supérieur à n. S'il est supérieur à n, ça veut dire que je n'ai pas trouvé, donc le résultat c'est faux. Maintenant, si je ne veux pas utiliser autant de paramètres, j'enlève le I, le compteur, et je vais faire une recherche de la fin jusqu'au début.
C'est clair le principe. Lorsque vous faites une recherche avec récursive, donc si je veux utiliser la recherche, ou faire la recherche du début jusqu'à la fin, ça veut dire que j'ai le n, où est-ce que je vais m'arrêter, et je dois avoir le i qui va me donner le parcours, l'indice courant. Si je veux utiliser la même chose mais sans le compteur, je dois commencer avec, bon, bien sûr, la première, i reçoit i plus 1, ça veut dire que je vais appeler avec tn, i plus 1, x. Si je veux éliminer le compteur i, j'appelle avec n-1 carrément. Et je vais m'arrêter lorsque le n va devenir nul, c'est-à-dire il dépasse la première case. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si n égale à 0, ça veut dire que j'ai atteint la fin. Sinon, si t de n est égal à x, ça veut dire que j'ai trouvé la valeur, et donc la recherche séquentielle, c'est vrai. Sinon, la recherche séquentielle va se faire avec le même tableau t, mais avec une taille réduite. Donc, j'enlève le dernier, car c'est différent, donc je vais appeler avec le n-1. Si différent, je vais appeler avec n-1. Si différent, je vais appeler avec n-1. Si différent, je vais appeler avec f-1, et ainsi de suite. Maintenant, si je prends en compte que le tableau il est trié, là, je ne vais pas aller jusqu'à n égale à 0. Je vais dire, je vais aller jusqu'à t de n lorsque ça devient supérieur à v. Lorsqu'il devient supérieur à v, ça veut dire que je ne peux pas trouver des valeurs parce qu'elles sont toutes supérieures. Donc, si c'est inférieur, je passe, mais si c'est supérieur, je m'arrête. La recherche séquentielle dans un vecteur trié, c'est ce qu'on appelle le séquentiel indexé. C'est pour ça que je n'ai pas voulu exploiter le trié. Parce que si c'est trié, ça ne s'appelle pas le séquentiel. Ça s'appelle un séquentiel indexé. Ça veut dire que c'est séquentiel, oui, mais le tableau il est trié, donc on va s'arrêter à quelque part le tableau lorsque la valeur devient supérieure ou bien inférieure, suivant le sens de tri. Mais si je suppose les séquentiels tout court, ça veut dire que je ne vais pas prendre en compte que le tableau il est trié. Je vais faire ma recherche du début à la fin, ou de la fin au début. Si je trouve la valeur, j'arrête. Si je ne trouve pas, donc je vais continuer. Donc même dans ce cas, par exemple, le 9 n'existe pas. Si j'utilise le séquentiel indexé, je vais m'arrêter à 10. C'est pas la peine de chercher parce que toutes les valeurs seront supérieures. Mais si j'utilise le séquentiel tout court, je vais continuer la recherche jusqu'à le 20. C'est bon. Donc, si on exploite le fait que T est trié, ça devient un séquentiel indexé. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce n'est plus un séquentiel tout court. Donc, le séquentiel tout court, c'est ça. Donc, qu'il soit trié par ordre croissant ou par ordre décroissant, ça va marcher. C'est clair. Par contre, si on va faire une recherche séquentielle indexée, donc on va exploiter le fait qu'elle est décroissante, puisqu'on a commencé à partir de la fin, on peut si le t de n, pardon, est inférieur à v, inférieur ou égal à v, je fais les appels. S'il devient supérieur, j'arrête. Si c'était un tri croissant, ça veut dire la fin tel début qu'on décroissant, dans ce cas, je vais utiliser le sens inverse. Donc, c'est juste la relation inférieure ou égale qui devient supérieure ou égale. Alors, c'est le principe de la recherche séquentielle. Ça y est, c'est bon. Donc, j'appelle avec n-1 de la fin jusqu'au début. Si on veut utiliser avec un paramètre, dans ce cas, je vais dire, ça va être, bon, je descends, je vais rajouter un i ici, ok, je vais rajouter un compteur i, et je vais dire si i est supérieur à n. Le chercheur soit faux, sinon ça, maintenant les appels se font avec le même n et avec un i plus 1. Mais dans ce cas, on va rajouter le premier appel, parce que c'est une condition, premier appel, ça va être avec recherche séquentielle,
de IN1. Je vais commencer à partir de 1. Et la taille c'est 1, elle ne change pas. La valeur c'est X. Donc, le premier appel, ça sera ça. Recherche séquentielle de Tn1x. Et donc, vous voyez qu'il vaut mieux utiliser celle-là. Parce que dans tous les cas, qu'on commence la recherche de la fin jusqu'au début jusqu'à la fin, parce qu'on ne sait pas la valeur, est-ce qu'elle existe ou pas. Donc, point de vue complexité, c'est la même chose. Qu'on commence à partir de la fin ou qu'on commence à partir du début. C'est bon. Donc, si on utilise un paramètre, il faut spécifier que le premier appel va se faire avec I égale à 1. Sinon, si on n'utilise pas d'autres paramètres, donc il n'y a rien à spécifier, l'appel va se faire avec Tn. Bon, là, j'ai dit par tab, on devait définir le type tab, c'est un tableau de 50, pour ne pas faire à chaque fois un tableau de 1 à 50, de 50, de entier. Donc, on utilise un type ici. Je peux utiliser type. All tab, c'est un tableau. Tableau de, on a dit 50 entier. Pour ne pas le faire chaque fois, cette écriture à l'intérieur des paramètres, je préfère déclarer un type, c'est mieux. Mais ce n'est pas obligatoire. Je sais d'ailleurs, déclaration du tableau. Le paramètre tableau peut se faire directement avec une dimension, c'est pas la peine de spécifier la dimension. Donc c'est int, t, vous mettez votre crochet et vous donnez la taille comme paramètre. C'est clair? Maintenant, pour la dichotomie, bon, la dichotomie, vous l'avez vu aussi. C'est la deuxième solution. Donc, avec un compteur. La dichotomie, par contre, non. La dichotomie, donc, dans ce cas, le tableau doit être trié, parce qu'on ne peut pas appliquer la dichotomie sur un tableau qui n'est pas trié. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la dichotomie? Donc, le tableau va se diviser en deux. Donc, si je cherche la valeur 9, par exemple, je vais aller au milieu. Donc, là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 divisé par 2, c'est 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le 5, je suis sur le 12. Sur le 12, je vais dire, est-ce que la valeur est égale à 9? Non, elle est différente. Et donc, je vais comparer maintenant, est-ce que le 9 est... Donc, là, on va exploiter, est-ce que c'est décroissant ou décroissant? Je vais dire que si la valeur de V est inférieure au milieu, ça veut dire qu'il doit se trouver à droite, puisqu'il est trié dans l'ordre décroissant. Si c'est décroissant, je vais aller à gauche. Maintenant, c'est juste le sens supérieur ou égal qui va orienter la balance. Alors, dans ce cas, je vais dire que 9 il est inférieur à 12, donc je vais faire la recherche dans la partie droite. La partie droite, c'est quoi? Le milieu plus 1, ou la fin, la même. Donc, au départ, la dichotomie, je commence à partir de 1, et je vais aller jusqu'à la fin, qui est le n. La fin qui est égale à 1 dans ce cas, au début de qui est égal à 1. Voilà. Donc, je calcule le milieu, quelque part ici. Voilà le milieu, qui est égal donc à D plus F div 2. Attention ici, c'est la division entière. Donc, on sait, c'est OK, mais pour l'algorithmique, il faut spécifier que c'est une division entière. Voilà, le MTE, donc, il est sur le 12. Donc, j'ai dit qu'on va maintenant faire la recherche, ou le continu de la recherche, 1 plus 1, et le F ne change pas. 1 plus 1, donc, ça me donne 6. Je vais ajouter un autre ligne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà les indices, je pense que ça change les heures. Donc, on a le 12, c'était la position 5.
Donc, je vais continuer la recherche maintenant entre 6 et 10. Entre 6 et 10, 10 plus 6, c'est 16. 16 divisé par 2, c'est 8. Maintenant, je vais comparer avec le 8. Le 8, c'est 6. 6 par rapport à 9, c'est différent. Donc, je continue. Est-ce qu'à gauche ou à droite? Le tableau, il est décroissant. Ça veut dire que je vais continuer à gauche. Puisque le 9, il est supérieur à 6, donc je vais continuer à gauche. La gauche, c'est entre 6 et 8. Entre 8 et 10. Donc, les indices, ils connaissent le M-1, qui est le 7, et le début ne change pas. C'était sur le 6, c'est pas sur le 6. Alors, dans ce cas, je vais calculer aussi le milieu. 6 plus 7, c'est 13. Divisé par 2, c'est 6. 6, donc, il est à terre. Est-ce que 9 est égal à 10? Non. C'est pas égal. Donc, je vais maintenant calculer la somme, plutôt aller de la recherche, faire de la recherche, puisque le 9 il est inférieur à 10. Donc, je vais faire la recherche à droite. À droite, c'est quoi? Donc, le début, c'est le 8. Et la fin reste 8. Lorsque le début devient égal à 8, et plutôt égal à la fin, le début est égal à la fin, ça veut dire que c'est le dernier élément. Quand est-ce que je m'arrête? Le dernier élément, est-ce que 8 est égal à 9? Non. Je vais maintenant aller, puisque c'est supérieur, je vais aller à droite. Donc, la fin, tout est sur le 6. Le début sur 7. Donc, lorsque le début devient supérieur à la fin, je vais arrêter la recherche. Donc, la recherche dichotomique, la voilà. Si le début, la borne inférieure est supérieure à la borne supérieure, ou l'anaya, donc ça veut dire que le début est supérieur à la fin. Dans ce cas, c'est pas la classe, ça y est, donc on a atteint la fin, la valeur n'existe pas. Sinon, je calcule le milieu, donc on a c'est le milieu. Alors, si la valeur est égale, la recherche c'est vrai. Sinon, donc si c'est supérieur, alors T de M est supérieur, on est décroissant, donc si T de M est supérieur à la valeur, ça veut dire que je vais faire la recherche à droite. Donc là c'est 1 plus 1. Parce que là c'est lorsque le tableau est croissant. Donc si la valeur TS est inférieure, donc je vais chercher à plutôt 1 plus 1 ici, et sup. Sinon, c'est inf. Sinon, c'est inf et m-1. La solution des canettes, c'était pour le tableau trié par ordre croissant. S'il est décroissant, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si l'inférieur devient supérieur à supérieur, bien le début devient supérieur à la fin, j'arrête, la valeur n'existe pas. Sinon, si je trouve que le milieu est égal à x, donc j'ai trouvé la valeur, j'arrête, soit vrai. Sinon, je vais voir où est-ce que je vais faire la recherche, ou bien où est-ce que je vais continuer ma recherche. Si c'est supérieur, je cherche donc à droite, sinon je vais chercher à gauche. Et donc, on a l'inférieur devient 1 plus 1, ou on a le supérieur, ou bien la fin devient 1 moins 1. Et il faut spécifier là aussi que le premier appel doit se faire avec inf égale à 1 et sup égale à 1. Ça veut dire qu'on a le premier élément du tableau. Si on est en C, ça devient 0, 1 moins 1. Et là, en algorithmique, donc c'est 1, n. OK? C'est bon? Est-ce que c'est OK? Si le milieu est impair. Oui. Si le milieu est impair, qu'est-ce qu'on a fait, un exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on a un milieu impair. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a qu'un milieu impair. Au début, quand même. 1 plus 10, c'est 11. 11 divisé par 2, c'est 5. Donc, milieu impair, 5. Ça veut dire que l'essentiel, qu'on va prendre la division entière. Il y a qu'un D plus F est pair, donc il vous donne la valeur exacte.
Sinon, il va vous donner ou bien le... Bon, il va donner toujours la valeur qui est à gauche. Ça veut dire que, par exemple, on a 10 plus 1, c'est 11. 11 divisé par 2, c'est 5,5. Mais la division, ça veut prendre le 5. Donc, je vais prendre le 5. Je vais comparer par rapport à 12. C'est tout. Et donc, dans tous les cas, je vais dire 1 plus 1. Donc, on était à 5, 1 plus 1, c'est 6. Ou là, on revient en arrière, 1 moins 1, c'est 4. Donc, le problème, est-ce que le milieu est pair ou impair, ne pose pas de problème. Bien. Je passe alors. Alors, l'exercice 4, c'est les listes. Dans les listes, on vous donne une liste d'entiers. Bon, la recherche dichotomique, vous avez vu la complexité de Taha, c'est au log de n. Par contre, la recherche séquentielle, elle est en O de n. Là, vous l'avez vu, la série de complexité. La même chose, maintenant, on peut, bon, comment vérifier? Donc, on peut, voilà, la dichotomie. Donc, on a par exemple ici. Je peux insérer des compteurs globaux pour compter le nombre d'appels. Parce qu'à l'intérieur de la fonction, la même chose ici, elle est en O de 1. Toutes les opérations sont en O de 1. Donc, la complexité locale, c'est O de 1. Maintenant, c'est le nombre d'appels qui va nous donner la complexité de la recherche, que ce soit dichotomique ou bien séquentielle. Donc, il suffit de rajouter ici, comme je l'ai fait tout à l'heure avec PGCD, vous rajoutez un compteur global Naya, vous initialisez avant l'appel à 0, et vous faites des incrémentations, donc vous incrémentez, et ça va vous afficher à la sortie le nombre d'appels qu'on a fait, qu'on a effectué. Et dans ce cas, vous allez voir que les cas dichotomie, c'est de l'ordre de log de n. Par contre, le cas séquentiel, c'est de l'ordre de n. Bien sûr, le pire des cas. Le pire des cas, c'est n. Les listes. Donc, si je veux afficher les éléments de la liste, alors, si je me donne n'importe quelle liste, par exemple, 2, suivant Taha, c'est 4, suivant c'est 1, suivant 5, 7, 9, et nil, par exemple. La tête de liste, elle est là. Elle est sur le 2. On a un c'est la suite. Alors, on voit que si je veux afficher les éléments de L, ça veut dire quoi? Je vais afficher le 2. On colle maintenant le L devient sur le 4. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est afficher la liste L, avec une taille plus réduite. Début quinte de 2 à nil. Si j'enlève le premier élément, je l'affiche et je l'enlève, ça veut dire qu'il me reste une liste de 4 à nil. Si j'affiche encore la tête, donc il va me rester une certaine liste, de 1 jusqu'à nil. Si j'affiche encore la tête, ça veut dire que je vais avoir une autre liste de 5. Et ainsi de suite. J'affiche la tête et j'avance, j'affiche la tête et j'avance jusqu'à ce que ça arrive à nil. Lorsque j'arrive à nil, je m'arrête. Maintenant, question de l'affichage direct ou l'inverse, c'est pratiquement la récursivité. Donc, si je vais commencer par l'affichage, donc c'est un affichage en bas de j'appelle, c'est une récursivité terminale. Si je la transforme en récursivité non terminale, ça veut dire que je vais faire les appels et l'affichage va se faire à la fin. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? J'appelle avec 2, j'appelle avec 4, donc le 2 il est empilé. J'appelle avec 4, il est empilé. J'appelle avec 1, il est empilé. 5 empilé, 7 empilé, 9 empilé. J'atteins le nil, classe. Maintenant, je vais à la remontée, dépiler le dernier, le 9, donc j'affiche le 9. Dépiler le 7, je l'affiche. 5, je l'affiche, et ainsi de suite. Et donc, on va avoir un affichage dans l'ordre inverse. Là, c'est très simple. Question d'affichage dans l'ordre ou dans l'ordre inverse. Il suffit de faire une récursivité terminale ou non terminale. Terminale, ça vous donne l'ordre initial. Non terminale, ça vous donne l'ordre inverse. Donc, là, il suffit de faire la procédure affiche normale. Donc, je lui donne une liste L. Je vais dire si L est égal à nil et différent de nil, qu'est-ce que je fais? J'affiche d'abord. Ensuite, j'appelle avec le suivant. Et chaque fois, j'appelle avec le suivant. Lorsque le suivant devient nil, j'ai là
est-ce que c'est différent de nil? Non, il va sortir. Il ne fait rien. Bon, il faut écoutez, on n'a pas à savoir, à chercher est-ce qu'elle est en défaut ou la FIFO. Parce qu'une fois que vous avez créé la liste, vous avez une tête de la liste et une suite de listes. Maintenant, est-ce qu'elle a été créée avec FIFO ou en défaut? Je ne sais pas. On ne peut pas le savoir d'ailleurs. Monsieur, non, l'affichage, il connaît les faux, les faux. L'affichage, c'est pas Non, l'affichage. qui dit l'affichage, dans l'ordre inverse, ça veut dire la fin, le début. Quand on a affiché les éléments normaux, c'est le début de la fin. L'affichage, il n'y a pas de FIFO ou de LIFO. D'accord. Pour le FIFO, LIFO, ça veut dire le premier arrivé, dernier servi, ou le premier arrivé, premier servi. Quand on parle d'affichage, tu as la tête. Si tu affiches correctement. Si on dit dans l'ordre inverse, ça veut dire qu'on va commencer à partir de la fin. C'est clair. Donc, l'affichage, il n'y a pas de notion FIFO-LIFO. La notion de FIFO-LIFO, ça concerne la création de la liste. Mais une fois qu'elle est créée, on ne cherche pas est-ce qu'elle a été créée avec FIFO ou bien en LIFO. L'inverse, donc c'est clair. L'inverse, je vais retarder l'affichage, c'est tout. Au lieu de faire l'affichage avant l'appel, je le fais après l'appel. Donc, en quelque sorte, c'est différent de nil. J'appelle avec le suivant, et le système est en train d'empiler. C'est pas nous qui vont empiler. Donc, c'est le système qui est en train d'empiler. Là, on va exploiter en quelque sorte la pile système. Donc, là, écrire. Si je dis écrire Lval, ça veut dire que j'ai exploité la pile système parce que je sais bien que le système, il dépile à ce niveau-là. Là, il va dépiler. Juste après l'appel, il va dépiler. Donc, moi, il dépiler parce qu'il a sauvegardé les L, donc à chaque fois, il a sauvegardé les L. Donc, s'il dépile, j'affiche sa valeur. Il dépile le deuxième, j'affiche sa valeur, et ainsi de suite. Et on obtient donc un affichage dans l'ordre inverse. Oui, c'est correct, que ce soit pour les listes, pour les piles, pour les fils, c'est toujours ça. Si vous voulez afficher un affichage direct, donc vous faites l'affichage avant l'appel. Si vous voulez afficher après, c'est dans l'ordre inverse, vous retardez l'affichage, vous faites l'affichage après l'appel récursif. C'est correct pour toutes les structures. Quand on parle de toutes les structures, ça veut dire que tu utilises un tableau, par exemple. Si on veut afficher les éléments d'un tableau. Donc, si tu utilises l'ihtal al-an, on n'a pas que la différence, est-ce qu'on utilise un compteur ou pas. Je fais un tableau, si on utilise un compteur, qui m'a fait la recherche à dire, si j'utilise un compteur, je commence le début de la fin. La seule différence bien l'affichage d'un tableau et autre, c'est que le tableau, tu peux utiliser un compteur comme tu peux utiliser directement la taille. Et dans ce cas, si j'affiche la fin, le début, donc c'est le terminal qui va me donner la fin, le début. Sinon, le début de la fin, c'est le non-terminal, ça s'inverse. Et si j'utilise un compteur, c'est la même chose. Donc, on va tester est-ce que le compteur a atteint la fin. Et donc, terminal, ça affiche direct, non-terminal, ça affiche inverse. C'est bon? La troisième question, donc, c'était l'affichage des éléments dans le sens direct, sens inverse. Vérifie l'existence d'une valeur X dans une liste L et retourne son adresse. Ça veut dire que si la valeur existe, je vais retourner l'adresse. Bien sûr, si la valeur n'existe pas, qu'est-ce qu'on va retourner? Nil. Nil, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, si la valeur existe, je retourne son adresse. Si elle n'existe pas, je vais dire que c'est nil, donc ça n'existe pas. Donc, la même chose, la recherche, c'est quoi? Donc, on colle si L est différent de nil et L est différent de la valeur de X, qu'est-ce que je fais? Je cherche avec le suivant, je passe au suivant. Ça veut dire que d'ailleurs, la liste, c'est celle-là. Je cherche par exemple la valeur 6. Je vais dire L est nil, non. Est-ce qu'elle est égale à 6? Non, je passe. Est-ce que c'est 6? Non. Est-ce que c'est nil? Non, je passe. Est-ce que c'est 6? Non, c'est... Non, jusqu'à ce que j'atteins nil. Maintenant, si ma valeur existe, je vais dire par exemple, je cherche le 5. Donc, on colle est-ce que 2 est égal à 5? Non, je passe.
Est-ce que le 4 est égal à 5? Non, je passe. Est-ce que c'est égal à 1? Non, je passe. Est-ce que c'est égal à 5? Oui. Oui, donc, qu'est-ce qu'on fait? Adresse reçoit L. Et vous voyez que L, il est sur l'adresse de 5, exactement. Bon, je peux écrire d'une autre manière. On peut d'abord, si L est différent de nil, alors, si L est différent de X, alors appelez, sinon, appelez le suivant, sinon si c'est égal, adresse reçoit L. Mais je peux regrouper les deux conditions en une seule. C'est OK. Donc, la deuxième version, on prend chaque test à part. Au lieu de tester les deux à la fois, je vais tester si L est différent de nil. Je fais des traitements. Donc, qu'est-ce que je fais? Si Lval est égal à X, donc adresse soit L. Sinon, adresse soit adresse de suivant avec le X. Et je continue. Vous voulez carrément faire les deux tests en même temps. Qu'est-ce qu'il y a encore? La suppression, bien la destruction d'une liste. Alors là, la destruction, détruire kiff kiff. Là, je peux faire la destruction à la descente ou là, la destruction à la remontée. Alors, si je fais la destruction à la remontée, ça veut dire que l'action de libération va se faire à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On peut le voilà, tu vas jusqu'à la fin. Maintenant, au retour, lorsque je dépile le 9, on peut libérer la place de 9, libérer la place de 7, libérer la place de 5, libérer la place de 1, libérer la place de L, de 4 et de 2. Alors, pourquoi le nil? Pourquoi ce L égale à nil, soit nil? J'ai eu d'abord cette question d'un étudiant de mail. Pourquoi elle est importante? C'est parce que, bon, les premiers, ça marche. C'est-à-dire, pour le 9, 7, 5, 1, 4, ça ne m'intéresse pas. J'ai libéré l'espace classe. Il est libre. Le système le déclare comme étant libre. Mais lorsque je détruis le dernier élément, si vous faites libérer L, qu'est-ce qui se passe? Donc, le L, le pointeur L, fait une valeur qui pointe vers l'espace qui contient le 2. Si je dis libérer L, ça veut dire que l'espace qui contient le 2 est libéré, mais le contenu de L, il existe toujours. Ça veut dire là, il va être égal à l'adresse de 2 à la fin. C'est vrai que le 2, il va être éliminé, donc l'espace TAU sera détruit, d'ailleurs tout ça sera détruit. Mais arrivant à la fin, lorsque L est égal à l'adresse de 2, donc il pointe vers le 2, je l'ai libéré. Supposons que si vous voulez par exemple tester, est-ce que la liste, vous voulez insérer, est-ce que la liste est vide? Est-ce qu'elle est vide, Agda? Si je laisse comme ça, sans mettre non, il pointe vers une adresse. Il pointe vers une adresse. C'est vrai qu'elle n'existe pas. Cette adresse-là, elle est libérée. Mais il contient une adresse. Et donc, le test, est-ce qu'elle est égale à nil, va vous donner faux. Il n'est pas égal à nil. Et donc, il n'est pas égal à nil, mais ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que je suis dans un problème. C'est pour ça qu'il faut toujours rajouter ce L égale à nil. Pour les premières valeurs, comme ça ne dérange pas. J'ai libéré, donc le système il a déclaré blessé libre. S'il y a un autre programme qui veut utiliser cet espace, il lui sera alloué sans problème parce qu'il est libre. Mais il y a la liste L, à la fin de la destruction, elle doit devenir vide. Donc elle doit contenir le nil et non pas une adresse qui existe, parce que l'adresse A2 existe la mémoire. C'est vrai qu'elle n'est pas allouée à notre programme, mais elle existe. Et donc le test, est-ce que L est égal à nil, va donner faux. Donc c'est pour ça que je dois rajouter ce fameux L égale à nil. La deuxième version, dans ce cas, j'utilise un pointeur intermédiaire et je vais faire la destruction avant l'appel. Avant l'appel, c'est la même chose. Donc, je sauvegarde la tête, le suivant. Je libère l'espace et je le mets à nil, toujours pour la même cause. Je le mets à nil pour le même principe, c'est que le dernier doit être vide. Je supprime le T. Parce que le T, c'est le L suivant. Donc, il y a un avec le suivant. Est-ce que c'est nil? C'est différent de nil? Oui, c'est différent de nil. Donc, je sauvegarde et ainsi de suite.
C'est bon? C'est clair. Donc, c'est une destruction non terminale. On va dire destruction terminale. J'ai besoin de déclarer un pointeur intermédiaire. Par contre, ici, je ne déclare rien. L'instruction, elle devient égale à nil. Elle est très importante pour le fait que le dernier élément supprimé doit contenir le nil pour dire que la liste devient vide. Voilà ce qui concerne l'exercice 4. C'est bon? Est-ce que c'est OK? Je passe. Apparemment, on avance. Bon. Le 5. Le 5. La solution, je vais cacher à la fin. Voilà. Donc, là, on vous donne deux piles, dont il y a A et B. Première question, on demande une fonction qui va vérifier, fonction récursive, qui doit vérifier est-ce que A est préfixe de B. Donc, on demande une fonction préfixe qui permet de vérifier est-ce que A est préfixe de B. Je m'en A préfixe de B, ça veut dire que le B commence par A. Le sens, c'est quoi? Insérer, bon, je vais insérer un tableau, par exemple. Pile A, la pile A, regardez, c'est la pile B. Ça, c'est la pile B. Donc, supposons que A fait A, donc 1, 2, 3. La pile B fait A, par exemple, 4, 8, 6, 1, 2, 3. Bon. Voilà. Supposons que les deux piles carnet, c'est ça. Alors, je vois là, je vais dire que le A est préfixe de B. Pourquoi? Parce que le 3 à 3, c'est identique. Si je dis pile 2 à 2, c'est identique. Si je dis pile le 1 à 1, c'est identique. Donc, le B commence par A. Dans le sens sommet base. Ça veut dire dans ce sens. Ça veut dire que le sens d'un préfixe, c'est ça. C'est clair. C'est ce que veut dire pile A, préfixe d'une pile. Que si je vais consulter les piles, parce que quand on a la pile, on ne peut voir que le sommet. Et donc, si je consulte A, je trouve 3. Je consulte B, je trouve 3. Si je dépile, je dépile le 3 des deux côtés, je consulte le A, le cas 2, je consulte le B, le cas 2. Donc, c'est identique. J'enlève encore, donc je dépile le 2, je consulte le A, le sommet de c'est 1, je consulte le B, sommet de c'est toujours 1, donc c'est égal. Je consulte je dépile encore, je consulte le A, c'est vide. Ça veut dire que lorsque je vais faire les dépilements, à chaque fois je teste les sommets, tant que les sommets sont égaux, je dépile les deux. Si j'arrive à une pile A vide, dans ce cas, je vais dire que A est, est un préfixe de B. Maintenant, si je trouve deux éléments qui ne sont pas identiques, par exemple, là, je trouve 1, 2, plutôt, bon, je dirais par exemple 4, 3, donc là, c'est 1, 2 et 3. Donc, je vais dire que 3 est égal à 3. Je vais tester encore, je dépile. Là, la pile A, je vois 4, la pile B, je vois 2. Donc, j'arrête. Si les sommets sont différents, ça veut dire que les deux piles ne sont pas, ou l'une n'est pas préfixe de l'autre. Maintenant, si la pile B est vide, si la pile B est vide, alors dans ce cas, si A est vide, c'est OK, le vide est sous pile de vide. Le vide est sous pile de n'importe, plutôt est préfixe de n'importe quoi. Maintenant, si la pile A contient des éléments, ou la pile B est vide, un A préfixe est égal à faux. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Question d'un préfixe entre deux piles A et B.
Donc, si la pile A est vide, elle est préfixe, quel que soit B. Et là, quand B fait des éléments, donc le vide est préfixe de n'importe quoi. Si la pile elle est vide, le vide est préfixe du vide. C'est-à-dire qu'il commence de la même manière. Maintenant, si la pile A contient des éléments et B est vide, non. Dans ce cas, je vais dire que pile A, impossible qu'elle soit préfixe de B. Parce que la taille de A, en quelque sorte, elle est supérieure à la taille de B. Maintenant, si la pile A et les B font des éléments, je vais comparer les sommets. Donc, voilà, d'une manière récursive, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai deux piles A et B. En entrée-sortie, pourquoi? Parce que je vais dépiler, donc je dois reconstruire à la fin de toute façon. Qu'est-ce que je vais dire? Si pile vide de A, si A est vide, on a classe préfixe est toujours vrai, parce que le vide est préfixe de n'importe quoi. Sinon, ça veut dire que pile A n'est pas vide. Alors, si pile vide de B, ou bien le sommet de A est différent du sommet de B, dans ce cas, préfixe reçoit faux. Ça veut dire quoi? Ou bien, par exemple, j'ai cette situation. Pile de A, non. Pile vide de B, non. Est-ce que sommet égale à sommet? Différent de sommet, non. Donc, je dépile. La deuxième fois, la prochaine fois, est-ce que pile vide de A? Non. Est-ce que pile vide de B? Oui. Dans ce cas, je vais dire que c'est pas préfixe parce que la pile A elle est supérieure ou bien elle est plus grande que la pile B. Maintenant, sinon, ça veut dire que si la pile B n'est pas vide et le sommet n'est pas différent, il est égal, qu'est-ce que je fais? Je dépile. Donc, je dépile A dans X et je dépile B dans Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avancer pour comparer la suite. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'appelle le préfixe. Alors, n'oubliez pas que Naya, on est en train de dépiler, donc le système va insérer, en quelque sorte, ou bien il va utiliser une pile intermédiaire, où il sauvegarde les X et Y. Donc, si par exemple la pile A fait A, c'était ça. La pile B, la pile A fait A 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'entre, A n'est pas vide. Donc, je passe. Est-ce que B est vide? Non. Est-ce que les sommets sont égaux? Oui. Les sommets sont égaux, donc je dépile A. Donc, là, il va sauvegarder, le système, il va sauvegarder ici, X égale 3. Ou Y égale 3. On a dépilé. Et là, est-ce que la pile A est vide? Non. Est-ce que la pile B est vide? Non. Est-ce que les sommets sont différents? Non. Donc, je suis sinon. Je dépile encore. Donc, X reçoit 2 et Y égale 2. C'est ce qu'on empile. Allez, c'est la pile système. OK? Est-ce que A est vide? Non. Est-ce que B est vide? Non. Est-ce que les sommets sont différents? Non. Je dépile encore. Je dépile, donc j'empile le système. X égale 1 et Y égale 1. Et j'ai dépilé maintenant. C'est bon. On dit la prochaine fois, est-ce que A est vide? Oui. Donc, préfixe égale à vrai. Après l'appel, qu'est-ce que je fais? À la remontée, je vais restituer les deux piles. À la remontée, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va dépiler ce qu'il a empilé. Donc, il va dépiler le X et Y. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je vais empiler AX et empiler BY. Donc, il dépile la première fois. Je vais empiler 1 et j'empile 1. Donc, on a la pile système. Il les a dépilés. Ils ont dépilés encore une fois. Donc, j'empile le X qui est égal à 2 et j'empile le Y qui est égal à 2. C'était 1.
qu'on avait fait. Il y avait un 1 ici, je pense, et un 2 là. Ok. Encore une fois, donc j'empile le X et j'empile le Y. La pile système est vide, donc j'arrête la remontée. Et vous voyez qu'on a reconstruit notre pile A et notre pile B, avec en sortie préfixe égal à vrai. Et c'est vrai, donc vous voyez, il n'y a que 1, 2, 3. Et là, j'ai 1, 2, 3. Donc la pile B commence par la pile A. Donc, c'est l'idée de reconstruction d'une manière récursive. Si ce n'était pas récursif, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait déclaré nous-mêmes une pile RA et une pile RB. Chaque fois que je dis pile A, j'empile le RA. Chaque fois que je dis pile B, j'empile le RB. À la sortie de la boucle, parce que c'est itératif, donc je vais dépiler le RA, empiler AX, et dépiler le RB, j'empile A, plutôt le RB. Mais puisqu'on a le système, on sait qu'il utilise une pile, autant l'exploiter à la remontée. Donc, après l'appel, il va dépiler. Donc, chaque fois qu'il dépile une variable qu'il a sauvegardée, parce que c'est la sauvegarde du contexte. Le contexte avant l'appel, il avait deux variables, x et y. Il les a sauvegardées. Donc, à la sortie, il va dépiler le contexte. Là, j'exploite le dépilement du système pour reconstruire mes deux piles A et B. C'est bon? Voilà, la deuxième question maintenant, qu'en exploitant la fonction préfixe, écrire une fonction récursive sous pile qui permet de vérifier si A est une sous-pile de B. A sous pile de B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pile B, tu peux conférer par exemple 5 ici. Ok? Tu peux conférer par exemple 7. Donc, est-ce que la pile A est préfixe de B? Non. Elle n'est pas préfixe, mais elle est sous pile. Je vois que derrière B, je trouve le A. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on nous a dit qu'en exploitant le préfixe, je vais écrire une fonction sous-pile qui va me dire que A est une sous-pile de B. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, est-ce que A est sous-pile et préfixe de B? Non. Donc, on colle mal à dépiler un élément B. Donc, j'empile ici. J'empile Y égale 2. Y égale 2, 5. On va nous coller. Maintenant, est-ce que A est préfixe de B? Toujours pas. Il n'est pas préfixe. Donc, je dépile le 7. Donc, on colle Y égale à 7. Maintenant, est-ce que A est préfixe de B? Lorsque j'appelle préfixe, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? X égale 3, Y égale 3. Donc, il dépile. Alors, c'est le travail de préfixe. On va X égale 2, Y égale 2. Je dépile. X égale 1, Y égale 1. Je dépile parce que c'est égal. Maintenant, j'arrive à un point où A est vide. Donc, A est préfixe. Donc, je vais dire, puisque A est vide, maintenant, A est sous pile. Maintenant, je reconstruis ma pile. Là, c'est OK, on va voir l'algorithme maintenant. Maintenant, je commence au dépilement. Donc, après l'appel, on va reconstituer les deux piles. Maintenant, je dépile X et Y avec 1, 1. Donc, j'empile 1 et 1. Je dépile X, Y avec 2, 2. Donc, j'empile X et Y dans les deux piles. Je dépile le contexte et X et Y aussi. Donc, je vais empiler 3, 3. Par contre, là, je dépile un seul contexte, qui est le Y. Donc, il va être le A, le B, pardon. Là, je dépile seulement le Y. Donc, il va être le B. Et vous voyez que j'ai reconstruit ma pile, mes deux piles, et avec une réponse que le A est une sous-pile de B. Donc, qu'est-ce qu'on fait récursivement sous pile?
je donne donc deux A et B, une variable juste pour faire les dépilements. Donc, si pile A est vide, le vide est sous pile de n'importe quoi, qui met le préfixe. Donc, une pile vide est sous pile de toute pile. Maintenant, sinon, si la pile A n'est pas vide, qu'est-ce que je vais dire? Si pile vide de B, c'est faux. Parce que quand la pile vide B est une pile vide, impossible que ce soit une sous-pile. Donc, sous-pile soit faux. Si B est vide, elle ne peut pas contenir A. Sinon, maintenant, les deux piles ne sont pas vides, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, est-ce que c'est préfixe? Si c'est préfixe, ça veut dire que c'est une sous-pile. Quand dès le départ, elle commence par 1, 2, 3. Donc, là, c'est un préfixe et sous-pile en même temps. Maintenant, si, qu'est-ce qu'on avait? Bon, n'importe quoi, c'est pas préfixe. Ce n'est pas préfixe. Qu'est-ce que je fais? Donc, si c'est préfixe, classe sous-pile égale à vrai et j'arrête. Si ce n'est pas préfixe, qu'est-ce qu'on fait? On avance dans B seulement. Pour comparer le suivant. Donc, je dépile le Y barkana. Le bon, hein, X. Je dépile une variable. Donc, ça veut dire que je vais dépiler BX et j'appelle sous-pile avec pile de AB. On a le B, il s'est en quelque sorte réduit d'une valeur. Donc, le A ne change pas, mais le B, il a changé parce qu'on a dépilé une valeur. Et tant que c'est non préfixe, donc c'est pas un préfixe, je dépile. Si j'arrive aux conditions Hadoma de base, donc je vais déclarer ou bien c'est vrai ou bien c'est faux. Maintenant, à la remontée, attention, là, j'empile BX bark. Pourquoi? Parce que le fait, tout à l'heure, lorsqu'on avait empilé XY, qu'il se faisait dans le préfixe, et non pas dans le sous-pile. Lorsqu'on sauvegardait les deux. C'est le résultat de la procédure de la fonction préfixe. Maintenant, puisque c'est la procédure de la fonction sous-pile, je vais dépiler une seule fois, en quelque sorte, j'exploite une seule fois le dépilement pour restituer le B. On fait XY, il va se faire c'est dans le préfixe. Ça veut dire qu'on les a regroupés, oui, mais il y a réellement le préfixe ou c'est-à-dire lorsqu'on a deux variables, la restitution se fait dans le préfixe, et lorsque vous avez une seule variable, qui est le X de B, la restitution se fait au niveau de la fonction sous-pile. C'est bon? Il est l'heure. Si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions concernant le TD qu'on a fait, monsieur, concernant l'interro, on fera comment? Bon, je vais trouver une solution présentielle. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On va la faire. On aura des séances en présentiel. Qui vache? Une Oui, mais on va le faire le présentiel. Non, je vais trouver une solution. Sans problème. D'accord. Donc, si on arrive à permuter le lundi, mardi, dimanche, donc on va faire le dimanche, mardi. Le mardi, je vais décaler le cours du matin. Là, c'est l'après-midi, donc je peux Donc, décaler. le dimanche, on fera un TD avec vous. Ou le lundi, on fera le mardi. Si on arrive à faire le dimanche, mardi, ou lundi, mardi. Lundi, je suis occupé ailleurs. Donc, si j'arrive à changer l'école où je fais des enseignements, je permets de dimanche. Donc, on va faire lundi, dimanche le soir. Si par contre, à Babzoua, on peut changer le lundi, dimanche, donc on va faire dimanche, mardi à Babzoua. D'accord, monsieur. De toute façon, il va y avoir une solution. Ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. Quel lundi? Mais bien sûr, le lundi prochain. Oui, bien sûr, oui. Oui. Parce que je trouve là une question, est-ce que c'est ce lundi ou là? D'accord, monsieur. donc ما كاش لا ريكورسيفيتي في الانتيرو. علاش ما كاش ريكورسيفيتي؟ وي قلت لهم ما كاش وي. نحبسوا في لي بيلي. نحبسوا البيلي. D'accord, merci. اوكي السلام عليكم.